Alors bonjour à tous et tout d'abord, merci de nous donner l'opportunité d'être ici aujourd'hui avec vous. Et merci à notre partenaire ITI pour ce bel événement et nous avoir invités comme sponsor pour l'événement. Alors, mon nom est Francis Beauchemin et je suis directeur des ventes chez Microsoft pour la plateforme Azure pour l'Est du Canada. Et je suis accompagné de Sénat qui va se joindre avec moi tantôt. Et ce qu'on aimerait faire avec vous dans les prochaines 45 minutes, c'est trois volets de la présentation. Premièrement, le titre, l'avenir des affaires, infonuagiques, hybrides et transformation digitale. Naturellement, transformation digitale, c'est un thème qui est utilisé à toute sauce. Mais qu'est-ce qu'on aimerait faire avec vous dans la première portion de la présentation, c'est de vous parler de nos expériences, nos learnings chez Microsoft. Ça fait plusieurs années que le cloud, l'infonuagique, l'immigration ont été commencés, mais il y a la réalité aussi qui nous rattrape à un certain moment donné, puis souvent les gens vont associer Microsoft avec une organisation qui suggère très fortement, presque simplement le cloud, quand ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on est conscient des réalités chez les clients où est-ce que des données doivent être gardées sur site, que ce soit pour des raisons culturelles, que ce soit pour des raisons de conformité. Alors, c'est pour ça que de plus en plus, on parle de cloud hybride ou adaptive cloud. Donc, dans les premiers 10 minutes, je vais vous partager avec vous quelques expériences qu'on vit, peut-être donner quelques conseils aussi dans votre journée vers la transformation numérique. Par la suite, mon collègue Sénat va venir vous parler plus spécifiquement des solutions. Quelles sont les solutions et comment on adresse justement le contexte de marché hybride. Les gens connaissent bien Azure, en tout cas, j'espère. Si vous êtes ici, j'espère que vous avez entendu parler ou dire le mot Azure à un moment donné. Mais maintenant, des fois, ce qui est un petit peu plus méconnu, c'est comment est-ce qu'on adresse justement les situations où est-ce qu'on a besoin d'avoir de mixer les environnements, que ce soit on-prem ou les environnements infonuagiques. Alors, premièrement, et à la fin, en fait, c'est la portion la plus importante. Il y a M. Michel Lamba, qui est CDO chez Quadra, qui va venir nous partager son expérience dans sa transformation justement numérique, dans sa journée vers le cloud. Puis je pense qu'il n'y a jamais rien de mieux qu'un vrai cas vécu. Puis pas nécessairement pour une banque ou une multinationale, malgré que Quadra, c'est une grande organisation, puis venir nous partager certains des learnings de ce côté-là aussi. Alors, quand on parle de l'innovation pour la digitalisation des personnes, lieux, produits, qu'est-ce que ça veut dire? Chez nous, Satya Nadella, notre CEO, parle de people, place and products. Dans le fond, la digitalisation et l'innovation qui passe par la digitalisation pour les gens, les lieux et les produits, ce n'est pas nécessairement du côté, si on commence par les gens, par le côté personne, de remplacer les gens. C'est comment est-ce qu'on peut augmenter les gens comme tels, avec des outils pour les aider dans que ce soit pour améliorer la productivité, éliminer des tâches répétitives, et aussi créer un environnement de travail qui est plus agréable. Je pourrais dire ça comme ça. Par exemple, chez Microsoft, on parle beaucoup de Copilot, qui est notre assistant virtuel et qui nous aide à accomplir des tâches beaucoup plus rapidement et qui rend le travail plus intéressant. Donc, on passe plus de temps à faire des choses qui sont plaisantes et qui ajoutent des bénéfices aux organisations que des choses, des tâches qui sont plutôt manuelles, répétitives et souvent qui n'apportent pas beaucoup de valeur comme telle. Alors, quand on parle de l'innovation pour la digitalisation au niveau des personnes, c'est qu'on donne des outils dans les mains des utilisateurs pour les aider dans leurs tâches de tous les jours. Par la suite, depuis la COVID, je ne vous apprends rien, je suis tanné même de parler de la COVID, on en parle encore 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, c'est tout ce qui est du online. La virtualisation des lieux, le online banking, le retail banking, tous les services qui sont faits où est-ce que de plus en plus les gens virtuellement vont se procurer des services et des produits directement de façon virtuelle et non pas on-premise comme tel. Du côté des produits, on voit aussi beaucoup de commercialisation ou de produits qu'on peut nous-mêmes se bâtir et acquérir. Alors, toute cette forme de digitalisation nous aide les consommateurs, mais aide aussi les organisations à être plus efficaces, puis d'un point de vue investissement de tout ce qui est bâtisse, emplacement et naturellement, la technologie vient nous aider de ce côté-là. Maintenant, quand on parle d'innovation puis de donner des outils dans les mains des gens, qu'est-ce que ça veut dire? Puis ce à quoi il faut faire particulièrement attention, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire que lorsque les gens migrent, s'en vont vers l'infonuagique, on investit beaucoup au niveau des solutions technologiques pour nous aider dans notre business. Bien, naturellement, il y a des coûts associés à ça et une forme de contrôle est excessivement importante.
On a vu des cas où est-ce que des organisations, justement, qui étaient mal préparées à la transformation, ont dépassé des coûts, ont outrepassé certaines règles de sécurité, puis à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait comme conséquence? C'est que les gens vont reculer même de leur transformation numérique ou leur migration vers l'info nuagique. Alors, le concept de FinOps, de CloudOps, le concept de Cloud Center of Excellence qui doit être créé, justement, pour adresser ces changements-là, devient extrêmement important. Même chose pour la sécurité. Donc, on donne dans les mains des gens des outils qui permettent de créer des environnements très rapidement. Et souvent, les gens ne prendront pas la peine de bien sécuriser ces environnements-là. Alors, l'aspect de responsabilisation devient clé dans tout projet. Et c'est là qu'on parle de partenariat qui vient jouer un rôle clé. Les organisations, souvent, ont encore aujourd'hui, en fait, de plus en plus de manque de ressources. Je vais vous donner un exemple. Mon garçon travaille dans la technologie. C'est plate, je suis rendu à cet âge-là maintenant que je peux dire que mon garçon travaille dans la technologie. Et récemment, il a été embauché par une firme, puis j'ai rencontré un client, il m'a dit « Francis, ton gars, s'il s'en vient travailler chez moi, sans même regarder le salaire qu'il a eu, je donne 25 000 de plus par année. » Tellement qu'il y a un manque et comment les gens veulent embaucher, il y a un manque de ressources. Donc, le partenariat stratégique que n'importe quelle organisation prend devient excessivement important pour combler cette lacune-là, non seulement au niveau des gens, mais aussi au niveau de l'expérience. Au niveau, par exemple, ce n'est pas tout le monde qui a fait des transformations, plusieurs transformations dans plusieurs organisations, puis qui ont appris et qui maintenant ils ont cette expertise-là qu'ils peuvent partager à l'interne. On a des partenaires, par contre, comme ITI, qui, eux, ont vécu plusieurs transformations et qui peuvent combler justement cette lacune-là, cette expérience-là, puis peuvent vous l'apporter à vous comme organisation ou entreprise. Alors, l'aspect partenariat devient très, très important. Côté développement, quand on parle de développement, on ne parle pas de développement applicatif. On ne parle pas de développement applicatif, m'excuse. On parle de développement de nouvelles solutions. Donc, l'info nuagique, encore une fois, vient nous permettre d'accélérer la vélocité par laquelle on annonce ou on fait de nouveaux produits. Alors, toute cette situation-là, puis l'accélération qu'on voit constamment, fait en sorte que la responsabilisation des équipes devient extrêmement importante. Maintenant, je ne veux pas passer trop de temps sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou l'AI, mais il y a quelque chose qui est important. Tantôt, j'ai parlé de Copilot. Copilot, c'est un outil qui a commercialisé ce qu'on appelle le Gen AI, qui nous aide dans notre travail de tous les jours, mais qui, naturellement, leverage des modèles en arrière-scène pour prendre des décisions avec des données d'entreprise. Quand on donne des outils comme ça, c'est important de bien l'encadrer. Chez Microsoft, il y a plusieurs années de ça, on a mis en place un framework ce qu'on appelle le Ethical AI, pour nous assurer de bien responsabiliser et que le modèle soit bien responsabilisé, puis qu'il prenne en compte le côté d'équité, de fiabilité de sécurité, confidentialité, sécurité, inclusivité, et ainsi de suite. La seule raison que je vous parle de ça, c'est que c'est important. Par exemple, quelqu'un m'a demandé, un CFO, pas très longtemps d'une discussion, il me demande, « Francis, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de poser la question à Copilot puis demander mon salaire à l'outil? » Dans le fond, quand on y pense, on donne ces outils-là à des gens, il n'y a rien qui empêche de faire n'importe quel prompt, poser n'importe quelle question pour aller chercher de l'information qui est confidentielle. Quand on parle de Ethical AI, puis comment est-ce qu'on a encadré le développement de nos solutions, c'est justement pour empêcher et limiter les prompts ou les demandes des utilisateurs pour s'assurer que tout reste conforme, surtout d'un point de vue légal et côté ressources humaines. Alors, c'est important de comprendre que lorsque les gens ont des inquiétudes au niveau, que ce soit ChatGPT, que ce soit encore une fois Copilot, on a un cadre qui est très important à l'intérieur de l'organisation qu'on a mis en place pour justement pallier à ça. Les entreprises gagnantes, quelles sont les caractéristiques? Ce qui est important, encore une fois, quand on parle de transformation, quels sont les critères qui vont faire en sorte qu'un projet ou une implantation ou une transformation va avoir du succès? C'est plate, mais comme on dit, « it has to come from the top ». Il faut que ça vienne du haut de l'organisation. On voit beaucoup d'entreprises qui fonctionnent par silo, par projet, et commencent à spinner des VM, commencent à spinner des environnements pilotes. Et à ce moment-là, ils font tout ça dans des silos sans nécessairement parler à la sécurité, sans nécessairement s'associer avec le procurement, qui doivent être au courant qu'il y a des dépenses qui vont être encourues le mois prochain au niveau de la consommation. Alors, c'est important que ce ne soit pas des silos, mais que la culture d'entreprise embrasse cette transformation-là et soit communiquée
partout dans l'organisation. Donc, tout le monde est au courant de ce qui doit être fait et tout le monde travaille ensemble pour le faire arriver. Récemment, il y a une firme qui nous a demandé ou qui voulait nous partager un peu le fait que ça fait 2 ans, ils sont 2 ans en retard sur leur modernisation, leur migration vers l'info nuagique. Puis, on les a mis en lien avec un autre de nos clients qui, eux, ça a été super vite. Puis, la grande différence qu'on a vue, c'est que l'organisation, parce que ça a été vite. Puis, en passant, ça n'a pas besoin d'être une plus grande ou une plus petite organisation. Toute organisation, c'est le même principe. C'est que l'organisation avait fait de la transformation un programme qui passait à travers l'entreprise au complet. Donc, tout le monde allait dans le même sens au lieu de faire des choses en silo. Et l'organisation qui faisait 2 ans, qui était en retard, c'est justement l'inverse qu'ils faisaient eux. Ils faisaient des petits POC, travaillaient en silo, puis à ce moment-là, bien, ils allaient voir procurement, puis ils allaient demander ou justifier de faire grandir les projets, puis il n'y avait pas de direction au niveau des lignes d'affaires ou au niveau des objectifs d'affaires. Donc, c'est important. Il faut que ça vienne de la direction. Par la suite, il y a les gens. Les gens, c'est non négociable. C'est important pour avoir un succès dans une transformation que les gens qui travaillent, que ce soit les utilisateurs, que ce soit les gens de TI, à travers l'organisation, qu'on considère comment ils vont être impactés. Parce que ça impacte les gens, qu'on le veuille ou non. Ça change la façon dont ils travaillent. Il faut que les gens, où est-ce que leur travail change à cause de ces outils-là, embrassent le projet, que les gens soient formés pour utiliser et même qu'on les aide dans leur projection de carrière. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire « Moi, je l'aimais ma job avant, maintenant je l'aime moins. Alors, qu'est-ce que je fais? » Donc, d'un point de vue ressources humaines, eux autres aussi ont un grand mot à dire dans tout ce qui est transformation en tant qu'organisation pour que ça ait un succès. Et, naturellement, le point du milieu qui est très important, la maximisation de l'utilisation des données, ça va de soi. Tantôt, on va en parler avec Senna quand on parle d'environnement qui constitue de on-prem ou hybride et ou dans l'info nuagique. Il faut avoir une vue d'ensemble de toutes les données pour prendre des bonnes décisions pour nos outils et rapporter l'information comme il faut. Si jamais, c'est là, dans ce temps-là, quand on a des petites pochettes d'informations où est-ce qu'on envoie nos systèmes aller chercher de l'information puis qui ne voient pas l'ensemble de l'œuvre comme organisation, c'est là qu'on se retrouve avec de l'hallucination, des décisions qui sont prises qui n'ont aucun sens. Vous devez en avoir entendu parler d'exemples où quelqu'un va interroger un engin AI, un moteur AI, puis une réponse qui va sortir qui n'aura aucun sens. Souvent, c'est parce qu'il y a des pièces d'information, justement, qui n'ont pas été utilisées pour la prise de décision. Donc, juste avant de passer la parole à Senna, comme on dit, une vision sans exécution, c'est la science-fiction. Alors, l'exécution devient extrêmement importante et dans le triangle ici, le côté partenaire vient jouer un rôle clé pour vos organisations. Donc, c'est important que lorsque vous prenez des décisions, vous bâtissez votre journée vers votre transformation numérique, qu'il y ait un partenaire qui fasse la journée avec vous et non pas après. Alors, quand j'ai parlé avec les gens d'ITI puis qu'on parle de projets d'envergure, mais souvent, eux autres vont me ramener des exemples. Regarde comment on l'a fait là, comment on l'a fait là. Puis c'est là, à ce moment-là, qu'on est capable d'établir un plan basé sur des bons exemples et même guider les clients à s'assurer du succès du projet. Donc, on va parler de comment est-ce que ça se traduit en solution. Et mon ami Senna va venir parler d'Adaptive Cloud. C'est bon, mon ami? C'est bon, c'est bon. Bonjour tout le monde, je m'appelle Senna, je suis un spécialiste Azure et je mène l'équipe qu'on a dans l'Est du Canada pour notre segment corporatif pour Azure. Alors, malheureusement, je n'ai pas la chance d'être comme Francis et faire des deals à 30 trillions avec les grandes entreprises, mais ça me permet un peu de voir comment les organisations d'à peu près toute taille, de taille petite, moyenne ou grande, font vraiment dans leur journée, dans leur transformation numérique. Je suis content de dire que ce que Francis a dit, c'est vraiment on the money, comme on dit. Nous, quand je le dis avec mes clients, c'est vraiment, si tu veux avoir du succès à étendu, il faut que tu sois capable de digitaliser toutes tes personnes dans tous tes lieux, sur tous tes produits. Que tes personnes soient des employés, des clients, que tes lieux soient des centres de données ou des magasins, et que tes produits soient des produits digitaux ou physiques. Et ça, ce que Francis vous a parlé, c'est vraiment notre stratégie, notre culture à Microsoft sur comment on veut vous livrer des solutions efficaces. Mais il faut quand même avoir une plateforme technologique qui suit ça. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça les morceaux qu'on utilise pour bâtir. Et cette plateforme, c'est notre Adaptive Cloud, notre info nuagique adaptif. Et sur la première question, c'est quoi un info nuagique adaptif? Mais
Finalement, adaptif, c'est juste un mot fancy pour dire hybride. Bon, la prochaine question, c'est OK, pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas ça un cloud hybride? Et la raison je trouve qu'elle est assez simple. Bon, si tout le monde se demande c'est quoi une solution hybride, une plateforme hybride, je suis sûr que beaucoup d'entre vous auraient des réponses différentes. Pour une personne, ce serait par exemple de dire, j'ai juste besoin qu'il y ait une connectivité réseautique entre mon on-prem et le cloud. Ça, c'est une solution hybride. Pour d'autres personnes, ce serait par exemple, il faut que je sois dans un portail et que je sois capable de déployer la même solution dans 2 environnements différents. Ça la rend hybride. Pour d'autres personnes, ça va être, quand j'ai un processus à 5 étapes, on va dire les 3 premières étapes doivent être faites on-prem et les 2 dernières étapes doivent être faites dans le cloud à travers X ou Y système. Pour moi, ça, c'est hybride. En fait, je pourrais continuer comme ça, mais tout le monde a une définition un peu différente de c'est quoi être hybride. Alors justement, pour pouvoir représenter cette flexibilité, parce que nous, on veut vraiment adresser, encore une fois, toutes les personnes, dans tous les lieux, sur tous les produits, on appelle ça adaptatif. Et vraiment, on a un portfolio assez développé de solutions adaptatives. Vous en voyez quelques-unes ici, mais sur Azure, on a plus de 50 services hybrides de plusieurs façons. Alors, c'est une slide assez chargée, mais suivez-moi. Alors, la façon que j'aime le voir, on a 2 axes ici, comme vous pouvez le voir. Sur l'axe des Y, on a l'axe de ce que j'appellerais l'axe du hyperscaler. Alors, à quel point est-ce qu'on utilise l'infrastructure hyperscalée? Alors, comment est-ce qu'on utilise l'élasticité? Comment on utilise une réseautique déployée partout sur la planète? Comment est-ce qu'on fait pour lancer des VM du Canada en Europe, en Asie, etc.? À quel point est-ce qu'on est intense dans cette direction? Et bien sûr, complètement vers le bas, on a tout ce qui est on-prem. Alors, on n'utilise aucunement le monde des hyperscalers. Et votre environnement on-prem peut être petit comme il peut être très gros. Sur l'axe des X, on a ce que j'appelle l'intensité de la propriété intellectuelle Azure ou la propriété intellectuelle Microsoft. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est essentiellement de penser à quel point Microsoft a investi pour développer une solution par sa propre propriété intellectuelle. Alors, on peut avoir une solution qui est juste quelque chose qui a été développé rapidement pour un cas d'usage bien spécifique, qui n'a pas une intensité super forte, ou même une solution qui a été développée avec nos partenaires. Parce que Francis a mentionné, nos partenaires sont super importants pour nous, mais pas juste nos partenaires comme IT, des partenaires de services conseils, des partenaires de services professionnels. Même nos partenaires de logiciels et de développement de solutions sont super importants. Et c'est ça la stratégie que Microsoft a pris, de vraiment collaborer avec les organisations. Ce n'est pas pour rien que OpenAI est 49%, appartient à 49% à Microsoft. C'est parce que nous, on croit vraiment à faire des partenariats plutôt que d'essayer de bâtir toutes les solutions possibles sur la Terre. On rassemble des best of breed. Alors ça peut fluctuer sur où est-ce qu'on est sur cet axe-là en termes de propriété intellectuelle. Et vraiment, ce qu'on va voir, c'est que si on divise ça en 4, alors 4 quadrants, ce n'est pas parce que nécessairement tu es en haut à droite, tu es complètement dans le cloud, tu es complètement dans la propriété intellectuelle Microsoft, que tu es nécessairement mieux placé que quelqu'un qui est en bas à gauche. Chacun de ces quadrants ont leur propre valeur ajoutée. Et vraiment, l'aventure avec Microsoft de pouvoir digitaliser toutes tes personnes dans tous tes lieux avec tous tes produits, c'est de pouvoir choisir d'une façon éduquée chacun de ces morceaux, comme des morceaux de Lego, pour bâtir votre sculpture qui est utile à votre organisation. Alors, j'ai quelques exemples clients, mais on va parler un peu de quelques solutions avant d'aller dessus. Alors, par exemple, en bas, à gauche, on a la solution Azure Arc. Ça, c'est une solution très simple. Ça nous permet de normaliser votre plage de contrôle sur Azure, vraiment faciliter la façon que votre entreprise travaille. Mais par exemple, si vous vous dites, c'est cool ça, mais moi, j'aimerais encore un peu plus de Microsoft. J'aime bien la solution, mais je veux avoir encore plus cette propriété intellectuelle, tout en restant on-prem. C'est là qu'on a notre solution, par exemple, Azure Stack. Alors, la famille Azure Stack que vous voyez, on va en parler, qui nous permet de dire, hey, vous pouvez rouler des solutions Azure sur vos centres de données avec le contrôle que vous voulez. Si on va encore plus intense, on a des solutions de sécurité, par exemple Defender for IoT, qui permettent de sécuriser vos switches, etc., tout en restant on-prem. Et si on passe au quadrant en haut à gauche, là, on rentre dans le monde cloud, que tu ne vas pas nécessairement utiliser tous les avantages du cloud, mais tu vas quand même être en train de rouler dans un centre de données Microsoft pour rouler des choses comme du Nutanix sur du bare metal, ou par exemple en utilisant une solution comme Azure VMware Solution qui vous permet de rouler un environnement vSphere sur Azure.
Alors, et on fait ça en service clé en main et qui vous donne plusieurs avantages, on va en parler tout à l'heure. Et bien sûr, si on continue vers la droite, on a des solutions qui deviennent de plus en plus modernes, comme on l'appelle, des solutions Platform as a Service, des solutions SaaS, tout ce qui est conteneur, etc. Mais encore une fois, on doit chercher quelle solution fonctionne le mieux pour nous et on va vous présenter quelques cas d'usage de différents clients qui ont utilisé nos solutions. Alors, le premier client que je vais vous présenter s'appelle Mantrac. C'est un... Oh, le clicker ne fonctionne plus. On y arrive. C'est un dealer Caterpillar. Et ce dealer Caterpillar, en fait, leur aventure pour arriver vers l'info nuagique, c'était que vraiment, ils avaient une plateforme qui se respecte, quelques centaines de VM, mais ils n'avaient pas vraiment une habilité de faire du BCDR ou du Business Continuity comme il se doit. Alors, pour eux, bouger vers Azure, c'était vraiment un processus d'augmenter leur capacité de s'ajuster à des événements hors de contrôle, mais en même temps aussi s'ajuster aux besoins d'affaires, parce que quand la business explose et que les demandes rentrent et que différents groupes d'affaires te demandent « Hey, j'ai besoin de rouler mon ERP plus gros », tu dois commencer à commander des serveurs, etc. Pour eux, c'était pourquoi est-ce que j'investirais dans une infrastructure qui n'est pas bien faite simplement pour répondre à des besoins d'affaires quand je sais que mes coûts vont commencer à s'empiler les uns sur les autres. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bougé vers Azure. Directement sur leur TCO, ça leur a permis de sauver 50% de leur TCO projeté en restant on-prem et ça leur a permis d'augmenter leur stratégie de BCDR et avec un pourcentage avec 3 nœuds de reliability, alors 99,999%. Alors, ça veut dire qu'ils auraient à peu près une quinzaine de minutes de downtime par mois. Et tout ça, ils ont réussi à faire cette migration, comme on le voit dans le statement ici, c'est un statement directement de leur équipe, en ayant seulement quelques secondes ou minutes de downtime durant la migration complète de bouger de on-prem vers Azure. Alors ça, c'est une migration native. Ils sont allés quand même haut dans l'axe d'info nuagique et relativement loin dans l'axe de la propriété intellectuelle Microsoft. Mais ce n'est pas tous les clients qui vont faire ça. On a des clients, par exemple, Hastings Direct, qui est une compagnie d'assurance, qui ne pouvaient pas faire ça. Si vous connaissez les compagnies d'assurance, un peu comment ils sont faits, les systèmes qui roulent, vous savez que c'est des vieilles affaires. Alors, ils n'avaient pas la chance nécessairement de moderniser un Windows Server 2005 vers Azure directement. Alors, eux, ils ont choisi d'aller sur la solution Azure VMware Solution. Cette solution leur a permis de migrer avec 0 interruption. Alors, garder les mêmes adresses IP et toute la patente. Et en même temps, encore une fois, un statement de leur CTO ici, tout leur processus on s'exécutait de 4 à 5 fois plus rapidement. Ça, c'est les processus de créer des codes d'assurance, d'évaluer des accidents, etc. leur a permis d'aller 4 à 5 fois plus vite, tout en réduisant leur TCO. Alors, si vous allez sur cette page-là pour voir l'histoire de ce client, ça ne va pas être mentionné parce qu'on ne peut pas mettre ça sur Internet comme ça, mais vraiment, quand on dit TCO, c'est ton renouvellement Broadcom. Personne n'aime ça. Alors, éviter un renouvellement Broadcom, pouvoir continuer à utiliser la technologie que ton entreprise dépend dessus, sans avoir le titre de Broadcom dans ton livre de vendeur, c'est un avantage super pour eux. Alors, les TI sont contents, les clients sont contents et la business est contente, mais eux, ils sont allés dans une solution qui était plus vers la gauche quand on parle de la propriété intellectuelle Microsoft, parce qu'à la fin de la journée, ESXi, c'est à VMware, mais vous le voyez, même ça a ses avantages de garder une plateforme qui n'est pas une plateforme Microsoft. Ensuite, dans les autres exemples qu'on a à vous montrer, par exemple, dans les exemples d'Azure Stack, la famille Azure Stack, c'est une grosse famille de produits. Si on pense complètement à la gauche, Azure Stack Edge, c'est un produit pour tout ce qui est IoT, Edge Compute. Alors, si vous voulez penser facilement, imaginez vous êtes l'agriculteur le plus cool du Québec. Vous avez des drones qui volent par-dessus vos terrains. Ça prend des vidéos de vos plantes, etc. Ça évalue la couleur et tout ça. Comme ça vous laisse savoir en avance, hey, ça ne vaut pas la peine d'investir de l'engrais, investir du temps sur cette partie de mon agriculture parce que je sais que ça ne va pas donner des bons produits à la fin de la journée, parce que je n'ai pas besoin de gaspiller de l'argent. C'est possible, on a des clients qui le font effectivement aujourd'hui, mais quand tu fais ça, par exemple, tu as du footage 4K qui roule à 16 heures la journée, c'est à peu près 10 TB de données. Tu ne vas pas envoyer ça sur Azure à tous les jours, ça va te coûter la peau des fesses. Alors, tu l'envoies à Azure Stack Edge, ça devient 10 gigs, il fait un peu de pre-processing. Ensuite, tu envoies le 10 gigs vers Azure pour que ton modèle te donne le résultat.
complètement à droite, on a Azure Stack Hub, qui était notre vieille solution pour vraiment avoir des serveurs Azure dans tant de centres de données. Tout ça vient vers Azure Stack HCI, qui est notre plateforme future pour vraiment rouler vos opérations. Et c'est une solution qui est faite pour à peu près tous les clients. Comme on dit, notre mission là, avec Azure Stack HCI, c'est d'offrir le meilleur d'Azure à nos clients sur leurs serveurs qu'ils contrôlent avec leurs outils préférés sur leurs locaux. Alors que vous êtes une organisation qui dit « moi, je veux rester 80% on-prem, 20% sur Azure, 50-50 », ou 80% Azure et 20% on-prem, on a la flexibilité de faire ça. Ça vous permet d'envoyer vos services où c'est le plus approprié. Mon exemple préféré d'un client qui a vraiment bien fait ça, c'est McDo. Vous connaissez tous McDo, n'est-ce pas? Vous connaissez tous les petits kiosques à McDo que vous utilisez pour commander vos Big Mac, même si vous ne devriez pas. Mais ces kiosques-là, ils roulent sur du Azure Stack HCI. Alors, on a les kiosques, c'est du Windows 10. En arrière, quelque part à côté des patates et des pains, il y a 2 serveurs Azure Stack HCI qui roulent et qui ont tous les systèmes que la localisation de McDo a besoin. Mais pensez un peu à McDo, quel type d'organisation c'est. Je veux déjà vous laisser savoir, leur équipe de TI est super petite pour leur taille. Si je me souviens bien, ils ne sont même pas une centaine de personnes pour la taille d'entreprise que McDo est. Et pensez à combien de sites ils ont au monde. Right? Pensez juste votre ville où vous habitez. Il y a comme 3 McDo sur la même rue. Imaginez au monde à quel rythme ils grandissent et à quel rythme ils doivent maintenir des localisations différentes. Alors, pour eux, Azure Stack HCI, ça amenait 2 choses. Ça amenait, premièrement, la standardisation, mais ça leur permettait aussi de dire, par exemple, je vais contacter un Dell, un Lenovo ou peu importe de ce monde. Ils vont envoyer l'équipement à un nouveau site, par exemple au Brésil. Et moi, mon équipe est clairement aux États-Unis. Le gars d'électricité qui est là-bas en train de construire toute l'affaire, il a juste besoin de plugger un fil Ethernet, un fil de courant. Mon environnement se démarre par lui-même et s'auto-provisionne. Ça parle à Azure, ça va chercher les VM que j'ai besoin, ça va chercher les conteneurs que j'ai besoin et ça va provisionner les services d'une façon autonome pour que mes kiosques puissent fonctionner, que je puisse ingérer les données de mes clients et leur donner les services, mais aussi faire de l'analyse de données d'affaires, et etc. Alors, en fait, la raison pourquoi, justement, McDo, même les sites qui n'étaient pas des vieux sites, qui sont plus au rythme qu'ils avaient, changé tous les McDo sur mode kiosque avec un rythme sur à peu près 5 ans, ça leur a pris pour tous les McDo dans tout le monde. C'est justement à cause de ça. Ils pouvaient envoyer de l'équipement à n'importe quel endroit, avoir personne en personne, et provisionner ces environnements avec une équipe de seulement à peu près 100 individus pour plusieurs dizaines de milliers de restaurants au monde. Mais ça, c'est un exemple cool. Un exemple un peu plus simple, c'est notre client qui s'appelle Duet. Ils ont à peu près 14 000 clients, mais ils avaient 200 000 bases de données SQL dans leur environnement. Ils étaient sur du ESXi VMware, le classique, et en bougeant vers du Azure Stack, ils ont pu réduire leur environnement de 8 racks de serveurs vers 3 racks de serveurs. Alors ça, c'est un avantage un peu plus classique, mais ils ont pu optimiser en utilisant les technologies un peu plus modernes, les technologies un peu plus compatibles avec leur stack de produits. Alors, vous pouvez un peu voir comment différents clients, comme McDo, a pu digitaliser leur lieu, tandis que d'autres étaient plus axés sur comment digitaliser leurs personnes ou leurs produits. Mais le dernier exemple que j'ai pour vous, qui est vraiment plus un chemin d'un client, et c'est un client que malheureusement on ne peut pas nommer. Ils sont corrects avec le fait qu'on parle de leur aventure, mais on vous donne un peu trop d'informations sur leur background pour vous nommer le client. Mais c'est un client je dirais, dans l'agroalimentaire, mais aussi dans d'autres industries. En fait, ce qu'ils font du processing de bactéries. Alors, pour faire des trucs comme la levure pour le vin, pour, par exemple, certains métaux, faire de la transformation sur certains métaux, certains produits. Vraiment, imagine tout ce qui est autour des bactéries. Mais ce qui arrive avec ce type de modèle, c'est que souvent, tu dois être proche de ta source primaire de tes bactéries, n'est-ce pas? Alors, sur la carte que vous voyez ici, ça, c'est tous leurs sites principaux. Un site peut avoir plusieurs manufactures dedans, mais c'est vraiment juste pour vous montrer leur présence mondiale, juste parce qu'ils doivent être proches de leur élément source. Et vous allez voir des endroits un peu bizarres. Par exemple, cet endroit ici, au plein milieu de la forêt amazonienne. Et vous allez voir, c'est un point rouge, parce que les points rouges, c'est les sites vraiment... Tous les sites sont principaux, là, je dirais, c'est les sites ultra, là. C'est les sites où une grande majorité de leur production sort.
Quand tu as une situation comme ça où tu as un site dans le milieu de la forêt amazonienne, je te garantis, tu appelles Bell, ils ne peuvent pas t'envoyer de la fibre. Ils ont du copper vers cette manufacture et ils roulent entre 5 megabits per second et 30 megabits per second pour une manufacture au complet avec une centaine de VM, etc. Si vous n'êtes pas familier avec les vitesses Internet, ça, c'est le niveau de vitesse au point que tu ne peux même pas faire un accès à distance à ton environnement sans que quelque chose tombe. Alors, vraiment, super, super limité à cause de cet environnement-là. Alors, on va vous parler un peu de qu'est-ce qu'eux, ils ont fait dans leur journée de modernisation et comment est-ce que ça a de l'air dans le monde réel. Encore une fois, ça, c'est comme les 3 types d'endroits, de lieux qu'ils ont. Un site primaire, les gros sites, avec des centres de données habituellement, plusieurs centaines de VM, autour de 300 habituellement. Un site régulier qui a peut-être une vingtaine de VM juste pour les opérations, et des sites mobiles, parce que des fois, ils ont des camions mobiles pour faire de l'analyse sur des bactéries, etc., ou même des camions juste pour faire des livraisons. C'est vraiment les 3 endroits principaux qu'ils ont. Ils ont commencé leur journée super simplement. Ils ont commencé par envoyer tout leur backup de Veeam vers Azure, parce qu'ils ne voulaient pas garder du tape. Quelque chose d'assez simple, quelque chose que sûrement plusieurs d'entre vous ont fait avec votre vendeur de backup. Mais ensuite, ils ont fait « Hey, on a une opportunité ici. On peut faire du active-passif, du BCDR active-passif sur Azure, parce que si on regarde, par exemple, l'étendue des centres de données Microsoft, et ça, ce n'est pas tous nos centres de données, mais c'est une bonne partie, qu'on prend l'autre image et qu'on les met les deux une sur l'autre, on remarque que dans le passé, si je devais faire un site primaire vers un autre site primaire, je devais changer de continent carrément. La latence que ça amène, ça fait que oui, tu peux restaurer tes VM, mais est-ce que les choses vont vraiment rouler? Pas vraiment. Mais si je vais voir un site Microsoft qui est en moyenne à proximité de mes autres sites, je peux avoir une beaucoup meilleure performance de BCDR, une beaucoup plus basse latence. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils sont allés faire une stratégie de BCDR basée sur du Microsoft. Ils ont bâti une réseautique pour connecter à peu près 3.5, là, je dis 0.5 parce qu'il y en a un qui est bizarre, de leur site primaire vers Azure. Et les autres qui ne sont pas connectés, c'est juste parce qu'ils n'avaient pas l'infrastructure pour le faire. Mais une fois qu'ils ont vu que, hey, on a un environnement connecté, ça veut dire qu'on peut sortir les données de nos manufactures. On peut les amener dans les entités de données de nos choix. Par exemple, IoT Hub qui permet de prendre toutes les données IoT, l'envoyer vers Databricks, ensuite l'envoyer vers Power BI, faire de l'intelligence d'affaires, faire du début de Manufacturing 4.0, right? De vraiment faire un digital twin de notre environnement. Alors, ils ont commencé à faire ce projet. La business a supporté l'initiative. Comme Francis a dit, c'est devenu un projet que la business a vraiment supporté pour augmenter les marges de profit. Et on a dit que ça fonctionne tellement bien, on veut tellement plus de données, comme là, on va augmenter nos pipes réseautiques. On va mettre des express routes là pour avoir des grosses pipes où beaucoup de données peuvent passer. Une fois qu'ils ont fait ça, d'autres problèmes sont apparus. Et la business a commencé à opérer meilleur en sortant de la COVID, etc. La demande a augmenté. Et bien sûr, quand la demande augmente, on demande toujours au TI de déployer plus de serveurs. Ils ont dit, peut-être ça ne vaut pas la peine de déployer plus de serveurs, surtout dans des endroits remote, etc. Ce n'est pas un environnement qui fonctionne super bien. Et on a déjà commencé à rouler des VM dans Azure, on aime ça. Mais en même temps, on est une compagnie de manufacturing. On a des serveurs qui datent de 2003 que personne ne veut toucher. Le gars est parti à la retraite. Moi, je ne veux pas perdre ma job à cause d'un gars qui est à la retraite. Alors, ils ne voulaient pas toucher rien, mais on a pu leur proposer des solutions comme Azure VMware Solution, qui, encore une fois, vous permet de vraiment faire un vMotion d'une VM plutôt qu'une migration en tant que telle. Et ils ont pu se décider à dire, nos sites primaires qui ont des gros centres de données, on n'a pas nécessairement besoin que toutes ces VM soient physiquement présentes dedans. On peut garder à peu près une vingtaine de VM comme tous les autres sites, mais amener ces sites de données sur Azure, surtout que les data centers d'Azure sont tellement proches de nos sites. On va avoir la même réalité en termes de latence, etc. Alors, c'est ça qu'ils ont fait, et chanceux pour eux, ils ont pris cette décision à peu près au même moment que Broadcom a acquis VMware. Alors, ils ont pu éviter leur renouvellement à 90%, à part pour leurs quelques sites en personne. Alors, même si leur cote a augmenté de 5 fois, c'était seulement 1% de ce qu'ils avaient déjà qui était augmenté de 5 fois. Alors, ça, c'est déjà leur TCO qu'on avait fait, là, juste pour faire un after the fact. Ils avaient sauvé à peu près 60% sur leur TCO en faisant ce changement. Ensuite, ils ont dit,
Maintenant que tous mes serveurs sont sur Azure, j'aimerais bien que tous mes sites secondaires ou mes petits sites puissent communiquer. Ils ont augmenté leur capacité réseautique. Ils ont fait un projet où ils ont utilisé Azure comme leur WAN. Ils ont utilisé notre service vWAN pour connecter tous leurs sites vers Azure. Alors, c'est vraiment là leur plage de contrôle réseautique. Et ils ont dit, mais maintenant que tout est connecté, pourquoi pas ajouter la plateforme de sécurité Microsoft? On sait que c'est une plateforme qui est leader dans l'industrie. Et si on s'embarque dans une journée de modernisation, il faut qu'on soit secure, il faut qu'on soit responsable, parce que si tu te fais pirater, ben, tout ton ROI disparaît essentiellement. Alors, ils ont fait ça. Et encore une fois, une autre opportunité est apparue. Encore une fois, nous, on essaie d'être partenaires. On a fait un autre gros partenariat avec Starlink. Alors, ça permet c'est un service qui s'appelle Azure Orbital Cloud Access. C'est long, mais c'est vraiment, ça fait partie de notre suite de produits pour tout ce qui est dans l'espace, avec les satellites, etc. C'est super simple. C'est un Starlink, comme vous le connaissez, là, la compagnie de Elon Musk. Vous déposez une des antennes, mais à la place de vous connecter vers l'Internet, ça vous connecte vers Azure directement. Alors là, ça a débloqué quelque chose d'important pour eux. Ça a fait que tous les sites que j'avais, mon 5 mégabits per second, je viens de changer de 5 à 30 mégabits per second vers 200 à 800 mégabits per second. Ça, c'est un changement quantitatif, mais ça amène un aspect complètement qualitatif. Surtout quand ils essayaient d'aller vers tout ce qui est manufacturing 4.0, parce que c'est pas nécessaire. Parce qu'avant, ils avaient à peu près 40 à 60% de leurs sites qui étaient complètement déconnectés, là, les sites en copper, on va dire. Mais c'est pas vraiment un truc de « Hey, maintenant, j'ai juste 50% de plus de mes données ». Imaginez que vous avez un site qui produit un produit, l'autre site qui produit un autre produit, et qu'à un moment, les deux s'en viennent ensemble pour créer un produit final. Si vous avez seulement les données sur un site, vous allez avoir de la difficulté à générer ce produit final dans le monde de manufacturing 4.0, parce que tu as la moitié de la recette, que tu n'as pas une visibilité intelligente dessus. Mais en déployant cette solution sur tous leurs sites, ils ont complètement débloqué ceci. Alors, ça devient un cas de 1 plus 1 fait 3. Alors, ils ont pu vraiment accélérer leur journée de manufacturing 4.0, créer ces choses-là et vraiment avoir beaucoup de succès avec l'entreprise. Alors, pour eux, juste cette initiative qui leur a pris à peu près 2 ans a augmenté leur marge de profit d'à peu près 6%. Alors, ce n'est pas seulement la marge de profit de temps sauvé, de coûts sauvés, c'est aussi la marge de profit sur des RFP qu'ils peuvent gagner. Parce que maintenant, ils ont une meilleure infrastructure que toute leur compétition. Ils ont des meilleurs SLA qu'ils peuvent donner à leurs revendeurs, les gens ils envoient du supply. Parce que maintenant, même les camions d'analyse à distance ont une antenne dessus. Ils sont capables de faire du just-in-time avec les gens qui travaillent, avec les produits dans la manufacture. Et finalement, la réalité, c'est qu'ils ont réussi inconsciemment à digitaliser leurs personnes, leurs lieux et leurs produits. Tous leurs opérateurs, tous leurs lieux, leurs manufactures et tous leurs produits qui se transforment et se mélangent, etc. Ils ont vraiment réussi à créer une version digitale de ceci et d'en retirer de la marge. Et ça, c'est sur leur première itération. Selon leurs projections, leur marge de profit, le 6% d'augmentation va doubler quand ils vont devenir plus matures. Ils vont devenir meilleurs sur leur modèle machine learning. Par exemple, ils ont acheté des senseurs qui déposent sur leur machine de manufacturing. Ça détecte le champ magnétique, ça détecte le son, ça détecte les vibrations. Ça prend toutes ces données, ça les envoie vers Azure et c'est capable de prédire à 96% si ta machine va échouer. Alors, tout ce qui est maintenance non prévue, que dans le monde de manufacturing, ça détruit tout ton produit sur la ligne quand tu as une ligne qui s'arrête, tout devient des interruptions planifiées parce qu'ils peuvent le savoir bien en avance. Alors ça, c'est essentiellement leur roadmap en ce moment et ce qu'ils essaient de développer et continuer à augmenter leur marge. Et bien sûr, ils ont d'autres initiatives. Par exemple, ils savent qu'ils ne vont pas rester sur du ESXi pendant les 10 prochaines années. Ils vont moderniser vers Azure et veulent aussi aller sur Fabric. Mais ça, c'est vraiment juste une aperçu de qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur. Mais c'est vraiment pour dire que ces morceaux de Lego, c'est différent pour tout le monde. Leur étape 7 pourrait être une étape 1 pour vous. Leur étape 10 des VM Azure, peut-être c'est votre étape 1. Et peut-être leur étape 1, c'est votre étape 8. Vraiment, c'est d'être, comme Francis l'a dit, être aligné au niveau de l'entreprise et avoir la volonté de faire du changement pour pouvoir prendre ces opportunités et pouvoir débloquer ce qu'on a besoin pour, encore une fois, digitaliser toutes les personnes, tous les lieux et tous les produits. Excellent. Merci, Sénat.
Alors, comme vous avez pu voir, Sénat a collé les morceaux. Tantôt, c'était assez abstrait au début, qu'est-ce que j'essaie d'expliquer au niveau de la culture d'entreprise, comment ça doit descendre, comment ça doit venir d'en haut, comment est-ce qu'on digitalise les gens, les endroits et les produits. Puis là, en mettant des solutions, mais là, ça colle le tout ensemble pour vous. Alors, j'invite mon partenaire et ami, je dirais, Michel Lamba de Quadra. Michel est Chief Digital Officer pour l'organisation et il y a quelques années, ou maintenant 1 an et demi, Michel, ou 2 ans, où est-ce que la journée de transformation a commencé chez vous. Et j'ai demandé à Michel de joindre à nous pour partager ses expériences, comment ça a été, peut-être partager quelques petits conseils avec nous sur la transformation vers le cloud. Juste un test. Oui. Tout le monde m'entend? Excusez-moi ma voix. Merci beaucoup, Francis. Merci, Sénat. Vous avez encore un petit peu de jus dans... Un petit peu? OK, parfait. Donc, c'est correct que je fais là, comme ça, au moins, tout le monde va pouvoir voir. Donc, juste rapidement, vous êtes peut-être curieux, qui on est, Quadra. Michel, oui, mon nom et mon poste, mais Quadra, nous, ce qu'on fait, c'est on est une compagnie de distribution. Donc, je distribue des matières premières en matières chimiques, alimentaires et pharmaceutiques. On a plusieurs unités d'affaires et dont 3 divisions. On opère en Amérique du Nord. On fait un chiffre d'affaires quand même assez considérable. Donc, grosse demande, mais aussi, on a connu une très grande croissance dans les dernières années. Au niveau de ce qui concerne justement cette conférence-ci avec Microsoft, ce qui m'a fait grand plaisir de venir partager un petit peu le vécu qu'on a eu, parce qu'on a eu quand même un bon succès. Puis je me demandais, pendant que j'étais assis là-bas, si j'avais quelque chose à rajouter de plus que tous les bénéfices que tous les autres clients ont eus. Donc, je vais peut-être vous faire parcourir un petit peu le parcours qu'on a eu. Mais avant de faire ça, peut-être je poserai une question à l'audience. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas encore sur le cloud d'Azure ou Amazon ou peu importe, je sais que c'est Microsoft, à main levée? Tout le monde est sur le cloud? Oui, non, OK, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Parfait. Donc, nous, comment on a commencé ça? C'est il y a à peu près 3 ans, on a commencé à réfléchir un peu plus. On a fait beaucoup de transformations. Moi, ça fait 6 ans que je suis là. Mais on a fait beaucoup de transformations à la base de la fondation et on est arrivé justement à la portion plus Cloud Azure pour voir qu'est-ce qu'on fait avec l'infrastructure on-site versus l'infrastructure on-cloud. Et naturellement, comme beaucoup d'entre nous, quand on regarde ça, la première chose qui nous vient en tête, c'est on reste perplexe par rapport à est-ce qu'on le fait, on ne le fait pas, on bouge-tu, y a-t-il vraiment des bénéfices? On va-tu être en mesure de maintenir les coûts aussi opérationnels au même niveau, potentiellement même les réduire et amener un avantage supplémentaire? La performance va-tu être là? Est-ce que ça va être sécurisé? Est-ce qu'on va avoir de la flexibilité? Est-ce qu'on va avoir de la scalabilité? Donc, comme Francis et Sénat expliquaient tantôt, il y a quand même un point qui est très important, c'est qu'on doit avoir le support organisationnel d'en haut. Si on n'a pas le support organisationnel d'en haut, ça va être très difficile d'opérer un changement de ce type-là. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est aligné avec l'organisation dans la volonté de bouger ça vers le cloud et on a exposé avec nos partenaires et Microsoft les différents bénéfices qui s'apportaient à nous. Donc, ce qu'on cherchait, c'est le maintien des coûts opérationnels, la performance, la flexibilité et la scalabilité dans l'axe de croissance qu'on connaissait au niveau stratégique. Tout le monde a embarqué. On a dit, on prend le leap of faith, on y va, puis on l'essaye. On a fait un plan initial avec nos partenaires et Microsoft qui était à peu près d'une durée de 6 mois pour l'implémentation. Et la première chose qu'on avait faite, c'est on avait identifié une plateforme qu'on voulait bouger qui était assez grosse pour nous démontrer les bénéfices. Et donc, ça, c'était notre plateforme ERP. On a réalisé ça en un peu moins de 6 mois. Une fois qu'on l'a mis en place, on a commencé à opérationnaliser le tout et à évaluer le après le fait. Tous les bénéfices qu'ils ont expliqués tantôt puis que d'autres clients que Microsoft a exposés, on les a connus également. Pour vous donner un exemple, un des bénéfices qu'on a eu, c'est en performance. J'ai entendu tantôt, je ne sais pas c'est combien, 3 fois, 4 fois. Nous, on a eu 10 fois plus de performance au niveau du système ERP directement par l'utilisation et la satisfaction des utilisateurs. Un autre bénéfice qu'on a eu, c'est que ça pouvait nous prendre on-prem avec le système ERP qu'on avait. Ça pouvait nous prendre de 3 à 6 mois pour faire une mise à jour, une mise à niveau du système ERP.
Aujourd'hui, ça nous prend 3 semaines. Donc, c'est quand même des bénéfices assez considérables. Puis, je pourrais, excusez-moi l'anglicisme, go on and on and on, mais pour nous, au niveau organisationnel, c'est un move qui est assez stratégique, qui a beaucoup d'impact positif et qui nous permet continuellement à nous ajuster au niveau de notre axe stratégique également au niveau organisationnel. Et depuis ce temps-là, ça fait 2 ans qu'on a implémenté. Il y a juste des bénéfices et on a continué à gagner notre croissance, mais aussi à pouvoir nous adapter rapidement. Et on connaît beaucoup de flexibilité. Donc, on a amené plusieurs de nos autres systèmes également sur le cloud. Et ce que je peux vous dire au niveau des coûtants, c'est que ça nous coûte moins cher que ça nous coûtait pour maintenir une infrastructure on-site. Excellent. Donc, sur ce, je vais repasser la parole à Francis. Super. J'espère que c'est bénéfice. Absolument. Oups, excusez-moi. attention. Absolument, Michel. Puis merci beaucoup d'avoir partagé ça. Puis je me rappelle, quand on avait commencé à parler au début du projet, l'opérationnalisation et les coûts, c'était la première chose qui était importante pour vous, de pouvoir justement contrôler les coûts. Puis je pense que vous avez démontré qu'en faisant un bon travail, je reviens tantôt au Cloud Center of Excellence, les changements internes, les changements culturels, qu'il faut que ce soit bien encadré pour justement garder ces coûts-là. Totalement. Au niveau de l'encadrement, c'est sûr que, encore une fois, cet alignement avec la haute direction, s'assurer qu'on a ce support-là est extrêmement important parce que par la suite aussi, on est capable de mesurer le tout et aussi s'adapter pour s'assurer que ça répond aux résultats qu'on avait attendus au niveau organisationnel. Excellent. Merci beaucoup, Michel. Ça fait plaisir. Alors, en conclusion, on a passé le temps d'1 minute. Merci beaucoup de votre patience. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, merci à notre partenaire ITI. Je reviens à ce que j'ai dit au début quand on parlait d'une vision sans exécution, c'est la science-fiction. On le répète tout le temps, l'aspect exécution est extrêmement important. Donc, avoir un bon partenaire pour vous accompagner dans votre journée de transformation va être clé à votre succès. Alors, ça se termine ici. Merci à vous et bonne journée.